Nobody, Yann et Frank. Comment vont Yann et Frank? Yann, comment il va, mon ami Yann? Ça dépend. Oh boy. Si on parle pas de politique, ça va. Si on regarde le beau temps, on a finalement du beau temps. Oui. You! Ah. Faut pas regarder si ça en vient en fin de semaine. Non, j'ai dit à ma blonde, arrête de me parler de la météo. Moi, je veux jamais qu'elle me parle de la météo. Je regarde jamais la météo. Ça m'intéresse pas. Puis surtout quand il annonce de la marde, ça m'intéresse encore moins. Frank, t'es de bonne humeur? Oh oui. Ben, je regarde pas ça moi non plus. Ça m'évite de... Ben, c'est parce que moi, je suis influencé par la température en crise. Oui. Donc, si je vois que dans 2 jours, il fait pas beau, j'ai de la misère à enjoy le moment présent. Parce que je pense déjà dans 2 jours. Oui. Donc, j'aime autant. Non, il fait beau. OK, demain, je veux pas savoir. Moi, c'est des bonnes nouvelles. Je veux pas le savoir. Moi, Hein? je veux arranger mon baseball. Je veux que mes jeunes aient des activités. Ouais, je sais. Des pratiques, les Ouais, games. je sais. Ce game-là va être cancellé. Fait que là, faut que je trouve de quoi pour les faire bouger un peu. T'sais. Ouais, j'ai la même chose avec mon golf. Là. Regarde, je joue pas jamais à cause de ça. J'ai rien qu'annulé des games à date. J'en ai joué une, les autres sont toutes annulées tout le temps. Une, boum, 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 boum. Puis là, ça arrive tout le temps fin de semaine en plus qu'il fait pas beau. Vous avez remarqué que c'est les fins de semaine? Ouais, mais en Angleterre, ils jouent à pluie, les autres, en Angleterre. Il pleut tout le temps en Angleterre. Puis il y a des terrains de golf partout. Là. Écosse, puis ta patente. Là. Parce qu'on est un peu british, nous autres. Oui, c'est vrai, on est british. Oui, on est british. Il faut jouer à pluie. Oui. Tu joues à pluie, Jeff. C'est quoi qui te décourage, Yann, là, dans la politique? Et pourtant, ça va bien. Je sais pas. C'est comme... J'essaie de comprendre ce qui se passe un peu. T'sais, on nous a dit que Carney est bien différent de Trudeau. Finalement, tu le regardes aller, le discours du trône, c'est hallucinant. C'était Justin Trudeau, là, le discours du trône. Là, les gens sont là, ouais. Le roi Charles a dit que... Non, le discours du trône, c'est le discours à Carney. Là. C'est pas le roi. C'est lui qui le lit, mais c'est Carney qui l'écrit. Puis, le discours du trône aurait pu être écrit par Justin Trudeau. Là. Mais on dirait qu'on est les seuls à avoir ça. Il y en a qui ont dit que c'était... Il y en a qui ont dit... J'ai pas écouté, là. J'ai pas tout écouté, j'ai eu juste des bouts. Il y en a qui ont dit c'était un discours très conservateur. Mario! Qui est ça? Mario Dumont qui a dit ça. Ah, OK. Wow. Ben, il a écrit ça. Je sais pas s'il le dit, mais il l'a écrit, en tout cas. OK. C'est parce que là, deuxième phrase du discours, le gars, il dit qu'il est sur des terres non cédées. Là. Oui. Avez-vous déjà vu ça, vous, une monarchie qui règne sur des terres qui n'est pas à elle? Non, ça n'existe pas. Ça existe pas. C'est spécial, pareil. Je suis le roi, mais je vais juste vous dire que je suis sur une terre non cédée. Ça, là, êtes-vous d'accord avec moi que c'est... Il y a des gens il y a des gens qui minimisent ce genre de phrases symboliques-là. Pas moi. Moi, là, je sais comment ça va finir. Ça va finir comme à un moment donné, il y a des... Ils sont pas de même, là, mais ça se pourrait qu'ils le deviennent. Ils vont arriver à un moment donné chez nous, ou une place qu'on veut pas qu'ils soient, puis ils vont dire, ben, toi, ton camp ici, c'est chez nous. Puis là, on va essayer de dire, ben non, mon droit de propriété, c'est chez nous, j'ai des papiers notariés, chez nous, tu décrisses. Et là, il va arriver les médias, puis ils vont dire, non, vous avez mis quelqu'un dehors qui a son droit, puis il peut s'installer sur votre terrain. Parce que là, on l'a vu à BC, je ne sais pas si vous avez vu dans le National Post, il y a un parc national que les Blancs ne peuvent plus aller. Ben, pas juste les Blancs, là. Mais je veux dire, si vous n'êtes pas indigène, vous n'avez pas accès au parc national. Ah, puis ils pensaient pas que ces affaires ne peuvent pas arriver. J'avais des Français l'été passé qu'on avait en pension, puis leurs parents nous expliquaient un des problèmes qu'ils ont avec le baseball en France. C'est que c'est difficile d'organiser un tournoi puis que le tournoi a lieu. Je dis pourquoi? Il dit les terrains, on n'a pas accès aux terrains. Là, je veux dire, tu organises un tournoi, il y a une date, tout le monde y va, puis tu joues. C'est quoi le problème? Ben, il dit, tu organises un terrain, il y a une date, on prévoit y aller, puis éventuellement, les gitans ont pris possession du terrain, puis ils couchent là pendant 2 semaines. Hein? Les gitans? Ben, il dit, ben, en France, les gitans peuvent établir propriété où qu'ils veulent. Ben voilà! Si on décidé qu'ils s'installaient sur le terrain de baseball, ben, ils s'installent sur le terrain de baseball. That's it, that's all. Exact. Ben, des affaires qui peuvent arriver. Ben oui, puis tu ouvres la porte aussi. Toute cette histoire-là, en fait, ça ouvre la porte à quoi? En fait, moi, la question que je me pose, c'est combien ça va finir par coûter? Tu sais, tout le monde disait, tu sais, quand il y a eu le débat au Québec, là, sur est-ce que Legault devrait reconnaître qu'il y a du racisme systémique? Là? La vraie question, c'est moi, je veux savoir, les avocats, là, ils ont dit à Legault, si tu reconnais ça, ça va coûter combien? C'est ça l'histoire. Là. Parce que si tu reconnais que le système discrimine de manière systémique, là,
puis qu'il y a des schèmes là, qui sont démontrés, puis que le premier ministre lui-même avoue que il y a du monde qui sont lésés systémiquement par le système. Si tu avoues ça, moi, je pense que le fait d'avouer ça, c'est t'ouvres la porte à des poursuites, t'ouvres la porte à toutes sortes d'affaires. Fait que lui, dans son intérêt, c'est de dire non, ça n'existe pas, c'est une affaire inventée, puis tout ça. Mais ce qui est le cas, by the way, c'est une affaire inventée. Je veux dire, il n'y a pas de. En fait, dans le cas des Autochtones, c'est différent, parce qu'eux autres, il y a vraiment une vraie loi au Canada, la loi sur les Indiens, qui font qu'ils ont un statut légal différent des autres. Là. Ça, c'est vrai. Mais toute l'histoire, tu sais, quand c'est. Je veux dire, là, c'est consacré. Cette affaire-là, si les gens pensent que le wokisme est mort, là c'est consacré. Là. C'est quand le monarque, le propriétaire, techniquement, du pays arrive, puis il dit « Je vous avoue que je suis sur une terre non cédée. » Ouais. Tu sais, il avoue lui-même, en fait, que sa monarchie est une fraude. Là. C'est fou. Il a lu cette phrase-là, le gars. Mais lui, il vient d'ouvrir, ce que tu viens de raconter là, il vient d'ouvrir une boîte de verre que, justement, les plus vite de... Ils le font déjà, là. C'est juste la loi... d'enlever, de ce que j'ai compris, là, la loi d'enlever de plus en plus le rôle de la patente d'énergie au Québec, là, c'est que le ministre va négocier, ou encore Hydro-Québec va négocier directement avec les Premières Nations pour exploiter des barrages. Puis ils vont payer le gros prix parce qu'ils veulent en faire à tout prix. Puis mettons que sur le projet, ça coûte 3%, ou plus que ça, là, mais que ça revient à une augmentation des nouveaux projets, que ça revient à une augmentation d'Hydro-Québec de 3%, bien, la régie ne bloquera pas, puis il va refiler les centaines de millions qu'on donne aux Premières Nations dans facture d'Hydro-Québec. Donc, c'est une question de cash, ça arrive déjà, là. Mais si, mettons, t'es amérindien, là, ou autochtone, ou esquimau, je sais pas trop quoi, là, tu t'entends ça, tu dis « Oh my God », tu vois tous les dollars dans ta tête, là, tu vois les dollars, tu vois ça, tu dis « Oh yes, là, maintenant, on peut aller s'asseoir, on va aller chercher tout ce qu'on veut ». Le roi vient de le dire. Ben, tu vois surtout une classe politique qui, pour bien paraître, est prête à donner tout ce qu'il y a à donner. Tu sais, hier, la moitié quasiment du discours, ça parlait de ça. C'est un acte de réconciliation. Puis là, ils ont fait écouter un spectacle de tambour avec des chants de glotte. Puis tu te dis, mais finalement, le Canada, c'est rien que ça. Là. On est juste là-dessus. C'est le symbolisme par-dessus le symbolisme. Mais au final, si c'était juste des symboles, puis des parades grotesques, tu dirais c'est tel que tel, mais c'est parce qu'au bout du compte, il y a des millions qui revolent dans des programmes. Juste l'année passée, là, qui ont annoncé que si tu t'identifiais, ça c'est la nouvelle twist woke en plus là-dedans, c'est pas juste que t'es autochtone puis t'arrives avec un papier, tu te dis « Oui, ma grand-mère est née à Mastoyache sur la réserve et voici mes cartes d'autochtone. » Non, non. Si tu t'identifies comme autochtone maintenant, puis tu travailles pour le gouvernement fédéral, tu as le droit à 5 jours congé pour aller à la chasse, 5 jours de congé payé pour aller à la chasse. Ouais, les fonctionnaires qui sont formés pour détecter les fraudes. Là. Oui, ceux qui pensent que c'est juste des paroles en l'air, bon, arrêtez de tilter sur... Pourquoi ça te dérange qu'il ait dit ça? C'est pas que ça me dérange qu'il ait dit ça, c'est que Chris, ça coûte de l'argent au bout du compte. Là. Ben oui. Ce qui est fou, on est comme... Vas-y, pas Nick, mais vas-y, Yann. le discours est woke all the way. On nous a dit pendant la campagne électorale que Mark Carney, c'était absolument pas Justin Trudeau. Moi, j'en veux aux journalistes qui ont dit ça pendant 35 jours de temps. Là. Puis encore aujourd'hui, Mario Dumont, dans sa chronique, on est à des années-lumière de Justin Trudeau. Man, tu écouté? Mais Mario ne l'a pas écouté. C'est évident dans son texte. Tu lis son texte, man, c'est sûr que tu ne l'as pas écouté. C'est sûr à 100% que tu ne l'as pas écouté. Parce que si tu l'écoutes, tu vas te rendre compte que c'est Justin Trudeau qui parle. Là. C'est la même shit. Là. Ouais. Mais non, on fait comme semblant que c'est pas vrai, puis que c'est quelqu'un de différent. Puis, je veux dire, à un moment donné, vous nous avez compté des menteries pendant 35 jours de temps. C'est fini. Là. Il y en a qui ont compris qu'ils essayent de se refaire une petite virginité, là, puis disent « Ah ouais, ça commence à être critique un peu du gouvernement Carney. » Mais il y en a d'autres qui sont encore dans la sauce, comme Mario Dumont. Moi, je comprends plus rien. Mais tu sais, on a dit beaucoup que les Canadiens, le Parti libéral avait pris des notes sur ce qu'essayaient de faire les démocrates aux États-Unis, en changeant Biden pour Harris, tout ça. Moi, je pense que l'inverse est aussi vrai. Tu regardes, je voyais passer des clips de Pete Buttigieg et d'autres. Là. Tu vas voir que ce que les démocrates vont faire aux États-Unis, moi, je prédis, pour les prochaines élections, ils vont essayer de faire un peu ce que Carney a fait par rapport à Trudeau. Ils vont arriver avec une vision
beaucoup plus centriste, où ils vont dire, regarde là, il faut arrêter de parler des trans puis des affaires fuckées au monde. Les gens ne veulent pas entendre de ça. Dites on va se faire élire, puis après, on va continuer. Ils vont être plus sévères. Et moi, je te le garantis. Pete Buttigieg, c'est ça qu'il disait dans le clip que j'ai vu d'un podcast, c'est un extrait qui circule sur X. Là. Il dit il faut être plus tough sur le border. Il faut arrêter avec toutes les affaires là, de minorités. Donc, il va voler les idées des républicains, ils vont faire semblant, mais une fois ils vont être élus, ils vont tout en retourner comme ils étaient. Ben oui, puis là, toute la frange plus molle qui supporte Trump parce que les démocrates sont rendus fous va dire « Ah, ben moi, si tu me donnes les démocrates, genre Bill Clinton, moi, je suis démocrate au fond de moi, là, je suis pas un républicain, je suis républicain en ce moment parce qu'ils sont fous dans la tête. » Fait que puis ça, t'avais ça au Canada, là, les gens qui nous disaient ils ont voulu y croire. Hey, Carney, c'est le retour à l'ère Paul Martin, ça. Fait que c'est moi si c'est ça, Poilievre, j'en veux pas, là. Ben, ils veulent pas, les gens veulent pas voter pour un politicien de droite. Ils se résignent à aller là si et seulement si on n'a pas le choix, puis c'est rendu trop débile de l'autre côté. C'est la position dans laquelle on était avec Justin Trudeau. Mais là, Carney débarque, il dit « Ouais, un taxe carbone, on va l'enlever. » Puis on va As-tu vu son CV? Ouais, mais t'as-tu vu son CV? Oui, c'est un beau CV. As-tu vu son CV, toi? Les gens ont fait « Ah, yes, je peux avoir ce que je veux. Ouais. » Pas de taxe carbone, c'était ça que les gens voulaient. Je peux avoir ce que je veux sans être obligé de voter pour un conservateur. C'est-tu pas beau, ça? C'est-tu pas le fun? Tu sais, Frank a sorti des chiffres de popularité, le baromètre québécois de Léger. Puis là, tu vois le niveau d'impopularité ou de popularité de chacun des ministres ou des joueurs politiques importants. Grosso modo, on prend ton score positif puis on l'enlève du score négatif. Je veux dire, le politicien présentement qui a les deux mains dans le gouvernement, le plus impopulaire, là, c'est Éric Kerr. Il a un score de moins 16. Et là, Pierre Fitzgibbon, lui, a un score de moins 9. Un meilleur score qu'Éric Kerr, imagine-toi. Pierre Fitzgibbon, le gars qui a dilapidé... Mais je veux juste savoir, parce que j'ai vu ce tableau-là. C'est un vieux tableau ou c'est une nouvelle affaire, ça? Je sais pas, je l'ai vu circuler, mais ça peut-être ça date d'il y a une couple de mois. Là. Je me demandais si c'était nouveau. Mais le politicien le plus impopulaire dans le tableau, c'est celui qui contrôle absolument rien dans vos vies. Éric Duhem, moins 41. Là, je me dis, la quantité de gens qui détestent Éric Duhem, puis qui essaient de nous faire croire que c'est son ton trop agressif qui crée ça. Là. Voir qu'Éric Duhem est agressif, sacrifice. Salut les boys! Salut Jeff! Non, c'est le gars le plus sweet de la Terre, asti, Éric Duhem. Mais ils ont réussi à le définir de même. Moi, si tu peux dire que je suis agressif, je pense qu'on peut dire que Jeff est agressif, mais Éric Duhem, là, comment? Arrêtez, le gars fait de la tarte aux pommes. Là. Hey, on y en veut parce qu'il n'est pas assez agressif. Hey, c'est ça. C'est la plus grosse critique qu'il y a de l'aile droite politique au Québec, c'est qu'Éric Duhem n'a pas assez le couteau entre les dents. C'est ça sa plus grosse critique. Les gens, ça nous fait croire, ouais, il est à moins 41, il n'est pas aimé de la population générale parce qu'il est trop agressif. Êtes-vous tombé sur la tête? Puis comment ça, vous aimez Sol Zanetti? Puis si on ramène ça, on enlève même Éric Duhem. Marc Tanguay, man, il y a un score négatif. Marc Tanguay. Comment tu peux détester Marc Tanguay? Le gars est insignifiant, il sert absolument à rien, il est juste à la tête du PLQ, mais il est détesté des Québécois. Christy, vous aimez mieux des ministres caquistes qui dépensent de l'argent comme des innocents? Ouais. Vous aimez mieux ces gens-là que des gens qui sont même pas en lien avec le gouvernement? Je veux dire, Marc Tanguay, là, il sera pas premier ministre. Il va se tasser quand ils vont avoir leur chef. Pourquoi t'aimes pas Marc Tanguay? C'est quoi l'affaire, là? C'est parce qu'on t'a dit de pas l'aimer, là? Oh, ben c'est que ça. Parce que ça n'a pas rapport avec ce que la personne est comme telle. Parce que si tu regardes ce que les gens reprochent, mettons, à Poilievre ou Duhem... Bono l'a dit, ouais. C'est un populiste. Ben oui, mais, tu sais, sérieusement, là, il y en a des politiciens qui sont exactement ce qu'on pense ou ce qu'eux reprochent à Poilievre ou Duhem d'être. En est un, Jean-Lin Barrette. Y a-tu quelqu'un de plus arrogant, déplaisant, méprisant, suffisant que ce type-là? Chaque fois que tu vois une vidéo passer de lui, il est d'une... Ben, l'expression de chez nous, c'est il est haïssable. Il est haïssable. Ouais. Il est haïssable. Oui, il y a tout ça. Il y a toutes les affaires que tu viens de dire, il les a toutes. C'est un petit Christ de baveux, OK? Puis, tu sais quoi, qu'on dise ça de lui, d'après moi, il est très content de l'entendre. Oh, oui. Puis sais-tu quoi? C'est un gars que tu vas avoir dans ton équipe. Ben oui. Dans ton équipe, t'en veux. C'est marchand. C'est marchand.
C'est Brad Marchand. Ben, pas Marchand de mer. Brad Marchand. Ouais. Justement, parlant de mer, on nous dit, hey, Éric Duhem, là, les gens n'aiment pas ça, ce style de politique-là. Poiliev aussi. Il y a un gars qui était monarque de la ville de Québec pendant 16 ans. Pendant 16 ans de temps. Chris, il envoyait chier les il disait à des femmes politiques qui voulaient les battre. Il disait, moi, j'ai vu un gars en voyage, il y avait lui, il était en gogoune. Il y a un gars qui a fait Ma femme m'a retenu pour pas que j'aille arracher la tête. N'oubliez pas le genre de chef de l'opposition, l'ancien maire de Sillery, je pense. Chouari. Qui était tombé en vélo, qui avait manqué faire, qui a fait une genre de... Il a fait comment ça s'appelle ça, là, une commotion cérébrale. Il a été quasiment 2 mois out. Ah oui, je me rappelle. Puis il a dit quelque chose à un moment donné qui faisait pas son affaire, puis il a dit « Ouais, on a eu pitié de lui pour son accident, mais on n'aurait pas dû. » Non, c'était un gars pas fin. Mais il semblerait, juste donner un petit in de même sur la bombe, il y a actuellement dans la ville de Québec des gens qui ont des enregistrements de Régis Labaume dans son Florida Room à Pompano Beach, à Palmer, ne sachant pas que ses voisins sont des francophones. Arrête. Si vous voulez avoir des bouts incroyables, d'ailleurs, quand il dicte sa chronique faite par Madame Gagnon, la chronique de la presse, il y a beaucoup de cas qui se règlent pendant qu'il parle avec Madame Gagnon, là, celle qui a écrit son livre aussi. C'est fantastique. Attends, tu es en train de dire que la chronique dans la presse de la Brome est écrite par Karine Gagnon. C'est ce qu'on comprend. Donc, je vais faire autrement. Je vais poser la question. Est-ce que mes sources sont bonnes, M. Labaume ou Mme Gagnon? Est-ce que l'article de M. Labaume dans la presse est-ce que l'article est écrit par Karine Gagnon? Je veux le savoir. Ghostwriter de Québécois qui écrit dans la presse. Pour vrai. Oui. Ben, moi, je pose la question à Mme Gagnon, puis j'aimerais savoir si PKP est au courant de ça. D'après moi, non. En tout cas, on va dire, il fait un méchant show, mais la question, c'est la même. La patente, on se posait la question quand les gens m'ont parlé de ça. J'ai dit, c'est quand même spécial dans l'ère que tu viens de dire là où ce qu'on trouve des méchants, des bons, des gens qui sont agressifs, des gens qui sont là, eux autres, c'est des populistes, c'est des gens qui sont agressifs, etc. Des Poiliev, supposément Duhem. Et on a enduré. Moi, je l'ai dit souvent, là, ça, je comprends pas. Le gars était bien plus chien que Trump. Oui. C'est un brasseux de marde, pas à peu près. Et on l'a eu pendant 16 ans. On est au point où est-ce que tout est déformé, entièrement déformé. Puis là, nous autres, on est là, puis on se questionne de notre côté de la clôture politique, puis on se dit, ben là, faudrait-tu changer de nom? C'est-tu la marque conservatrice, dans le fond, qui poigne pas? Puis là, il faudrait peut-être changer de chef, là, parce que le chef, là, dans le fond, là, il passe pas là, dans la population. Puis là, il faudrait peut-être avoir un chef qui est moins agressif. Puis il faudrait peut-être avoir quelqu'un qui est un peu plus beige. Là. Puis là, il faudrait peut-être, genre, éviter certains sujets. Là. Puis tu sais, la bourse du carbone, il faudrait peut-être la garder. Là. Tu sais, on a l'air un peu, genre, écolo-sceptique, là, puis climato-sceptique, puis tout ça. Là. Puis là, il faudrait peut-être, genre, mettre de l'eau dans notre... Puis là, t'es là, tu dis, non, là, prenez une puff, là. Réfléchissez 2 secondes. Le poteau au saumon qui vous sert de cerveau, là, servez-vous-en 2 secondes, puis vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui. Là. Vous serez jamais les gentils. Vous serez toujours les méchants. Exact. Vous serez toujours détestés d'une grande partie de la population. Parce que c'est tellement... Pourquoi la bombe pouvait être méchante de même? Tu le sais, tu l'expliques là. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui définit présentement un démocrate aux États-Unis? C'est pas un phénomène qui est québécois, c'est pas un phénomène qui est canadien, c'est un phénomène qui est international. Qu'est-ce qui définit fondamentalement un démocrate aux États-Unis? C'est qu'il est anti-Trump, il est anti-républicain, il est anti-quelque chose. Ben, le militant péquiste, gauchiste, solidaire au Québec, là, name it, là, prends la forme que tu veux. Ce militant-là, avant d'être péquiste, avant d'être solidaire, avant d'être de gauche, ce militant-là est d'abord et avant tout anti-conservateur, anti-Duhem, anti-Pierre Poilievre. Il est anti-quelque chose. Ces gens-là se définissent entièrement et uniquement de par leurs adversaires. Ils les démonisent, ils détruisent leur réputation. Ils essaient de créer des fausses histoires sur eux. Fait que t'es dans un monde où tu te dis, comment je fais pour me battre avec ça?
où est-ce que tout est encouragé par le média, puis les spins réussissent à traverser la ligne médiatique, réussissent à se rendre à la population. Puis là, tu te retrouves avec toutes sortes de Monique puis de Sylvie à la maison qui sont là, qui disent moi, du M, sa face me revient pas. Non, là, c'est ça. Tu lui demandes pourquoi. Elle sait pas. Elle sait pas. Il fait juste parler de la bourse du carbone, il n'y a pas de programme. Oh. Mais j'ai dit à la tarte en question, j'ai dit, va lire le programme, puis tu me diras ce que tu as compris dedans, là. Espèce de... Mais est-ce que X... Ben, dans ma question, peut-être que j'ai la réponse. Là. Parce que des fois, X, c'est pas le vrai monde. Là. Je veux dire, c'est comme la classe des plus branchés, des plus instruits. Ben, peut-être pas instruits, mais les gens avec le plus d'opinion sont probablement là. C'est pas la même clientèle que Facebook du tout. C'est parce que comme clientèle. Mais on dirait que ça réussit pareil à se rendre jusque-là. Des fois, je me dis c'est un microcosme X. Puis c'est comme déformé, mais non, ça se rend. Ben, ça amplifie, je pense, des trucs qui sont réels, mais des fois, c'est dur de voir jusqu'à quel point, tu sais, mettons, la dernière élection qu'on vient de passer, là. Un moment donné, on disait, hey, un peu, là, je vois passer des comptes de bonnes femmes ontariennes avec 30 000, 40 000 likes avec des phrases débiles sur Poilievre. Elle doit représenter quelque chose, là, cette madame-là. Là. Puis quand même, on a vu qu'à l'élection, ça a été moins intense que ce que certains auraient pu prédire. On était tenté de se dire, il va y avoir une vague libérale, mes amis. Mais ça va être épouvantable. On pensait que c'était ça. Là. Finalement, les conservateurs sont quand même sortis vraiment forts partout, sauf au Québec. Oui. Puis la différence est là. Qu'on ne sait pas votre tête. Là, si le Québec était une province comme un autre, les conservateurs passaient. Ça, avec l'histoire du roi, ça les fait chier en sacrement quand on leur dit ça. Ils viennent malins. Ils me font même semblant qu'ils n'ont pas voté pour. Non. Pourquoi ils sont surpris? Pourquoi ils sont surpris? Ouais. Je ne comprends pas pourquoi ils sont surpris. Je veux dire, qu'est-ce qui était pas évident que ce gars-là était un vrai de vrai fédéraliste, très, très, très British? Je veux dire, Christy, l'avez-vous vu? Est-ce que vous avez regardé la campagne électorale? Est-ce que vous avez vu sa femme? Ben oui. Non. Ben oui, le gars, il est woke, les terres non cédées. Est-ce que vous avez écouté sa femme? Moi, je n'ai passé des commentaires sur sa femme. Il y en a qui n'ont pas. On tombe pas là-dedans. Ben, on tombe pas là-dedans. Je veux connaître sa femme. Je veux connaître sa famille. Puis je veux qu'on me dise que son frère travaille à Buckingham Palace. Ouais, c'est ça. Je veux le savoir. Elle a fait un discours politique en Ontario, dans le comté à côté de celui de Pierre Poilievre. Elle a commencé son discours avec les terres non cédées en plein milieu de la campagne électorale. Ben voilà. Pourquoi vous êtes surpris aujourd'hui qu'on a un discours de woke sur le discours du trône? Elle l'a fait. Cette femme-là a une influence sur son mari. C'est assez évident. Et c'est la woke en chef au Canada. Elle est plus woke que Mark Carney. Vous vous demandez c'est qui présentement la personnalité politique qui représente le plus Justin Trudeau? C'est vrai que c'est pas Mark Carney, vous avez 100% raison, c'est sa femme. Oui. Ben oui. Mais ils l'ont pas vu, ils l'ont pas vu parce qu'il était aveuglé par Trump puis une espèce de haine. Fait que, ils l'ont pas vu, ça. C'est là qu'ils le voient. C'est pour ça qu'ils pognent les nerfs présentement. Parce que sur l'histoire de la femme à Carney, tout ça était disponible. Quand tu dis un péquiste, tu as voté pour un Britannique. Dis ça, un péquiste, il vient fou, là. Mais non, je n'ai pas voté. Non, tu as voté libéral, tu as voté pour un Britannique. Un gars qui prend son thé à 4 heures, avec une madame un peu bizarre, puis qui invite le roi. La première fois, il a été élu, la première chose qu'il a faite, c'est quoi? Il a invité le roi. Il a traversé l'autre bord en premier. Là. Il est allé, au début, quand il s'est fait élire, Carney, il a traversé. Là. Il est allé en Europe. Là. Après ça, il invite le roi. Mais c'est ça, en fait, le monde, ils l'ont pas vu, ça. Ils l'ont pas compris, ça. Pourquoi? C'était évident. Ah oui, c'était évident. C'était évident, mais eux autres, c'était évident pour toi, mais eux autres, ils étaient aveuglés par Trump. Oui. Complètement aveuglés. Les émotions dans le piton. Oui. Émotions dans le piton. André devant Trump, by the way, là, il a même cancellé les tarifs en plein milieu de la campagne électorale. Sans le dire. C'est de la fausse représentation de A à Z, cette campagne électorale-là. C'est une fraude électorale. C'est une fausse représentation. Ça devient une fraude électorale parce qu'on s'entend que le résultat n'est pas le même s'il nous fait une campagne, puis il arrête la campagne, puis il dit, pas une campagne, mais une déclaration publique, il arrête la campagne pendant 1 heure, il dit, bon, je fais une conférence de presse en tant que premier ministre, puis je vous annonce que pour telle et telle raison, j'ai parlé avec mes économistes, puis c'est dangereux pour le Canada, puis après ça, pour les négociations, Trump nous a dit qu'il allait augmenter les tarifs, des tarifs qu'il nous a donnés, donc là, on s'en va dans une guerre qu'on ne peut pas suivre. Donc, à cause de ça, j'arrête les tarifs immédiatement. Les contre-tarifs, je les arrête immédiatement. Donc, premièrement,
là, tout le sujet de la campagne change complètement. Ben oui. Et tous les Québécois qui ont voté pour son CV, pour le gars qui va se tenir devant Trump, tout s'écrase. Donc, on se ramasse avec probablement 41-42 députés bloquistes au lieu de 22, parce que c'est les chiffres qu'on avait avant l'arrivée de Carney. Il y avait 45 même. Donc, mettons, on en remet 40. Ben là, ça change toute l'élection. C'est peut-être les conservateurs minoritaires qu'on a. Mm-hmm. C'est ça. Il n'y a aucune raison que ce soit pas ça. Puis là, ce qu'on voit, on le disait, là, la campagne a été trop courte. Puis éventuellement, une campagne plus longue, les conservateurs l'auraient probablement gagné. Ben là, tu as des sondages qui commencent à sortir en Ontario, puis ils auraient déjà perdu comme 5 %. Et voilà. Là, t'es là. Ben oui. Come on, man. Là. Êtes-vous sérieux, là? Mais tu sais, demain matin, on nous annonce, puisqu'il y a des rumeurs là, qui courent à cet effet-là. Demain matin, François Legault annonce qu'il décide de ne se représente pas en 2026 et que quand son parti aura choisi le prochain chef, il va céder sa place. On apprend qu'il y a un gars qu'on ne connaît pas, là, qui arrive de l'externe, qui était à la Caisse de dépôt, je ne sais pas trop, là, Investissement Québec, qui va se présenter avec un beau CV, puis on nous déclenche une élection. Les totons vont encore ils vont la voir venir, la prise 2, ou ils s'en rendront pas compte. Moi, je pense qu'ils ne s'en rendront pas compte encore. Moi, c'est pour ça que le gars du PQ, moi, je serais tellement sénère à être à sa place. Là. Check-les comme faut tes sondages, mon gars, parce que ça se passe. On va dire comme dans le temps, mais tu peux les laminer. D'après moi, ce ne sera pas la vraie vie, pantoute. Non. Écoute, puis là, tu dis un gars de la Caisse de dépôt pas trop connu. La rumeur de Mario Dumont court encore. Arrête. Elle veut pas mourir, cette rumeur-là. Là. Ah, je sais. Il doit y avoir de quoi si elle meurt pas, là. Il doit y avoir de quoi, là. Tout bout de champ. Ouais, ton histoire de Dumont, ça court encore à Montréal. Ah, ouais. Je me suis fait tabasser dessus comme si j'étais moins que rien. Non, ça court encore. Semblerait que des coupures qui s'en viennent chez TVA, les gros salaires vont couper. Donc là, lui, il est là pour l'argent. Sa femme a déjà passé à Radcan. Ben, sa femme... Elle est rendue à Radcan, c'est ça, il ne payait plus. Donc, TVA ne voulait plus à payer. Donc là, c'est le premier, la première. Donc là, par après, lui... Un salaire en haut de 500 000 à TVA, ça fait pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Non, puis ça finit, là. Écoute, le gars va broyer à tous les jours à TV comme de quoi que, à cause de tout le monde entier, TVA ne fait pas d'argent. Sauf, c'est pas de faute jamais. Aller payer Mario Dumont pour faire des nouvelles, 500 000 $, puis avoir un show plate à Cube, ça marche pas banane, là. Donc, d'après moi, c'est plus réel qu'on le veut. Hey, je vais juste dire une petite affaire par rapport au nouveau monde, parce qu'on rentre dans un nouveau monde. Puis moi, à chaque fois que je vais voir un péquiste, je vais lui demander. Il ne dira jamais la vérité. Non, mais pas rien. Je vais lui demander pareil. Je vais lui dire, hey, tu sais, la nouvelle ministre fédérale. Du coup, tu me parles de ça, le ministre fédéral. Tu l'as élu, Chris. On va t'en parler. Je viens de lire Hélène Buzetti. Hélène Buzetti. Elle a l'air frustrée un peu, Hélène. Hélène Buzetti est très libérale. Elle dit aujourd'hui, elle dit la ministre fédérale, il y a une ministre des femmes au fédéral. Je crois qu'il y a un nouveau ministère. Ministre des femmes, pas de femmes. Oui, c'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'elle a dit aujourd'hui, elle a déclaré qu'il va y avoir une journée de l'hygiène menstruelle au Canada. Tu vois ça? Oui. Ben, c'est Hélène Buzetti qui l'a écrit. Ah ouais. Non, mais pense. Attends un peu. Elle a fait une déclaration pour dire qu'au Canada, on allait avoir une journée de l'hygiène menstruelle. Et dans son discours... Elle a dû parler des gars, là? Non, elle n'a pas dit une fois le mot « femme » dans le discours. Ben non, c'est ça. Elle n'a pas dit le mot « femme » parce qu'ils vont faire référence aux gars qui sont menstrués, là. Le gars que je t'ai montré cette semaine qui avait une crave de gâteau au chocolat parce qu'il était menstrué. Alors que le gars est obèse, là. C'est une crave de gâteau parce que t'es gros, calice. Ou parce que t'as des menstruations, tu n'as pas. Mais comment ça que ces affaires-là sont devenus des sujets politiques? T'sais, tu vois-tu ça, quelqu'un qui arrive disant, nous autres, pour commémorer là, tout le monde qui ont le problème de côlon irritable, on instaure la journée de la diarrhée. Oui. Ça va être c'est la journée nationale du flux. Fait qu'à chaque année, le 22 novembre, on fête ça. Oui. Mais c'est quoi ces affaires-là? Si vous n'avez pas, je sais pas, il n'y a pas d'autre chose à faire. Hein? Non. Ben, on élit des morons. On va avoir des patentes de morons.
Hey, j'ai d'autres affaires à vous jaser. On fait juste un break vite pour M. Blanc. Bon, ben, ça finit dans la menstruation. Ben, c'est ça. Ouais. OK, donc, je vous amène vers un autre sujet. J'ai besoin de votre rigueur. Qui dit vrai dans l'histoire de la compensation pour la bourse du carbone? Parce que je ne vois aucun document nulle part qui nous montre que ce que les péquistes racontent, comme de quoi qu'on aurait une pénalité de milliards de dollars à repayer à ceux qui ont déjà transigé du carbone, donc le droit de polluer, puis que si jamais on arrêtait de ce que en tout cas, peut-être je me trompe, mais la seule chose que je vois à date là-dedans, c'est des revenus qui ne rentrent pas. Donc, ce n'est pas nécessairement des pénalités qu'on aura à payer, c'est principalement des revenus qui n'arriveraient pas. Puis peut-être dans le 4 milliards, il y a peut-être un 500 millions, peut-être 1 milliard même de conflits à venir. Mais qui dit vrai là-dedans, là? Écoute, honnêtement, je te dirais peu importe, dans le sens que faut pas que tu tombes dans le sunk cost fallacy avec les politiques publiques. Puis ça, les politiciens le font tout le temps. Ils te disent tout le temps, regarde, j'ai les mains attachées. On l'a vu là, avec le 2 milliards du stade olympique. On peut pas le détruire. Ça va coûter 2 milliards détruire le stade. Oui, c'est ça. 2 milliards détruire quelque chose. Mais tu sais, on nous présente tout le temps ça de cette façon-là. Vous voyez bien, on a les mains attachées. Ça, on appelle ça le sunk cost fallacy, dans le sens que là, on a des dépenses qui sont déjà engrangées. On n'a pas le choix, il faut qu'on continue. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que la bourse du carbone, ça avait généré 10 à 11 milliards de revenus à peu près en 10 ans. Mm-hmm. Si tu me dis que ça coûte 5 milliards s'en sortir, là, moi, c'est go tout de suite. Okay? Puis je le sais que c'est probablement pas 5 milliards s'en sortir, by the way. C'est probablement beaucoup moins que ça parce qu'on exagère. De la même façon qu'on exagère avec le 2 milliards du stade olympique. Bon, moi, j'ai une partie de la réponse, là. C'est que ce qui est arrivé, c'est que dans le système de bourse du carbone, là, donc tu achètes des droits de polluer, c'est ça. Ces droits-là, mettons que moi, je les ai achetés, puis le gouvernement dit, ben, à partir du 1er juin, on n'est plus dans la bourse du carbone. Le droit que j'ai acheté vaut plus rien. Faut que tu vas en bourse. Et donc, le gouvernement, en sortant du système, a racheté une partie de la valeur des patentes qui ont eux-mêmes émis. Ce qui aurait coûté à l'Ontario 2,8 milliards, selon là, différentes sources là, de ce que je vois là, Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario. Mais en gros, là, c'est le même argument qui consiste à dire « Hey, si on sortait de la gestion de l'offre, on aurait une pénalité. » Là, tu dis, quelle pénalité? On a aboli le système. Bon, ben oui, parce que là, il faut que tu rachètes les quotas. Même chose avec les taxis. Ça a-tu valu la peine? Ben oui, ça a valu la peine. Ben, c'est ça. Là, c'est parce que la pénalité, en fait, c'est une pénalité que tu t'es infligée à toi-même parce que tu as pris un bout de papier, puis tu as dit, ce bout de papier-là, il vaut de quoi? Tu l'as acheté 150 000. OK, parfait. J'abolis le système. Ouais, mais là, mon truc que je t'ai acheté 150 000 vaut plus rien. Tu me dois 150 000. Mais les taxis, c'était la même chose aussi. Ah, ben c'est ça. Fait que tout le monde joue un peu avec la vérité là-dedans. Là. Donc, c'est pas vrai que l'Ontario a dû payer une pénalité. Tu sais, les péquistes, de la manière qu'ils présentent ça, c'est comme si l'Ontario s'était fait taper ses doigts par un genre de marché mondial qui a dit « Hey, pour sortir, là, t'as une pénalité de... » Un peu comme quand tu casses un contrat dans le sportif ou que tu échanges un joueur, il y avait une clause de ci pis ça. C'est pas vraiment ça. C'est qu'ils ils se sont auto-infligés une pénalité pour être fair play avec les entreprises, finalement. Là. Puis il avait fait une genre de loi bidon là-dessus là, qui s'appelait, j'ai ça ici, le gouvernement a introduit la loi d'annulation du programme de plafonnement d'échange pour encadrer cette sortie, prévoyant un cadre de compensation pour certains détenteurs de crédit, tout en incluant des clauses limitant la responsabilité provinciale. Bon, mais qu'ils nous les sortent. Qu'ils nous les sortent, la bourse. Qu'ils nous la mettent publique, la bourse. Qu'ils nous mettent les montants qui sont versés. Moi, je trouve tellement que le parallèle de Frank est bon avec la gestion de l'offre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On s'est créé de quoi qui n'existe pas. Mais je veux dire, même à ça, même si ça coûte 5 puis 6 milliards, sortez de là pendant que ça coûte 5-6 milliards. Attendez pas que ça en coûte 20 sacrifices. C'est ça l'idée, là. À un moment donné, on se tire dans le pied. Ça veut dire que dans 10 ans, si on a encore ça, on va encore se tirer dans le pied, puis dans 15 ans aussi, puis tout ça.
tout ce que ça va faire, c'est qu'on va faire grossir le système, puis ces droits de polluer là, c'est même les droits de polluer, c'est n'importe quoi. Mais ces droits-là que tu as vendus vont valoir encore plus cher. Sors pendant que c'est pas cher, baptême, c'est une idée de marde. Belle grosse business dans beaucoup de bureaux d'avocats en ce moment. Grosse business. Grosse business. Il y a des gens pas green du tout qui sont très green, je veux te le dire. Ouais. Ben, si tu crées de la valeur avec des bouts de papier, puis cette valeur-là tient à cause d'une loi, il n'y en a pas de valeur en réalité. Non. C'est pas de la vraie valeur. C'est pas une valeur de marché, ça, là. Voyons, c'est OK, hey, j'ai un papier, il vaut 175 000. Ouais, mais mettons que quelqu'un prend le pouvoir, il abolit le système, ben, il vaut plus rien. Ben, Chris, il vaut rien. Ben oui. Non, ça vaut rien. Voyons, on va payer une pénalité. Ouais, mais on se tente pas. Tu sais, on avait la gestion de l'offre dans le poulet, dans les œufs, puis dans le lait. Ben, Christy, il y a une dizaine d'années, on est arrivé, hey, ça ferait une bonne idée, ça, pour le sirop d'érable. Hein? Puis là, qu'est-ce qui arrive comme problématique après? Hein? Vermont sont capables d'en produire du sirop d'érable, on a de la compétition, on est fourré. Ouais. Mais là t'es fourré, puis là, ouais, OK, qu'est-ce qu'on fait? Nanana, puis là, le bout de papier, il faut qu'il garde sa valeur, il faut continuer à monter. Ces bouts de papier-là, il y a toujours juste une génération qui s'enrichit avec ça. À toutes les fois qu'on donne de la valeur à un bout de papier, là, il y a une génération qui s'enrichit avec. Après ça, l'autre arroche en arrière d'elle. Ben, c'est ça qui est arrivé avec les agriculteurs du lait. Je veux dire, il y a une génération qui a pris des bouts de papier qui valaient rien, puis ça a monté à 25 000 $. Puis eux autres, ils ont fait du cash. Mais quand ils sont arrivés pour vendre à leurs enfants, ils ont trouvé que c'était problématique un peu. Puis là, on accusait, il y a des entreprises qui transigent des bouts de papier, là, puis qui font de la spéculation. C'est la faute aux spéculateurs. Non, c'est de la faute à ton système de marde. Puis le taxi, c'était la même affaire. Puis qu'est-ce qui a fait planter l'industrie du taxi? C'est qu'il y a un compétiteur qui est arrivé out of nowhere avec une application sur un téléphone puis qui s'est mis à vous compétitionner. Mais moi, je veux dire, j'ai pris le train la semaine passée pour aller chercher mon Yukon à Montréal. Mais moi, quand j'ai sorti de la station de train, là, je voyais le taxi qui était stationné à côté de la station. Puis on était peut-être une douzaine de personnes à attendre dehors. Il n'y a personne qui a pris le taxi. On a tous pris notre application, puis on a tous pris un Uber, puis tu as vu les Uber défiler, venir nous chercher un par un. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'avec Uber, je sais, je me ferais pas fourrer avec quelqu'un qui passe dans des petites rues pour augmenter son compteur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis je sais que ça va me coûter moins cher aussi. Cette application à Montréal, oui. À Montréal, oui, mais pas à Québec. Oui, exact. Mais à Montréal, Québec, parce qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas assez d'offres. Québec, il n'y a pas assez d'offres. Ce taxi-là, il est mort, là. Ce taxi-là, là, c'est fini. Ce temps-là est carrément fini. Mais évidemment, il y en a qui font l'hybride, ils font les deux, sont intelligents. Ben oui. Mais ça, c'est archaïque, ça appartient à une autre époque. Mais Christy, on n'a pas un gouvernement qui a mis de l'argent dans Théo Taxi pour essayer de sauver une entreprise québécoise qui va révolutionner le monde avec des chars électriques. Le gouvernement, systématiquement... N'appelez pas Uber, appelez Théo. Il y a des publicités drettes comme ça là, pendant les séries éliminatoires, de ce que je comprends. Commandité par Uber Eats. Oui. L'hockey commandité par Uber. Commandité par Uber Eats, mais en même temps, tu as une annonce du propriétaire de TVA qui dit « N'allez pas chercher... Ne prenez pas Uber, prenez Théo. » Tabarnache. Le Québec, c'est vraiment une place spéciale. C'est très spécial. Ah ouais, personne ne fait ça. En sortant de la gare de train, là, la douzaine de personnes qui ont eu besoin d'un taxi, entre guillemets, les 12, on a pris Uber. Le taxi était là, personne ne l'a pris. Personne ne l'a pris. C'est ça, 2025, c'est fini, c'est un autre monde. Exact. Donc, vous pensez qu'il y a... Parce que moi, à un moment donné, je pensais que c'était juste une question de revenus, des revenus anticipés. Puis j'avais aimé ce que Seb Courtemanche avait écrit. Il disait, quand on regarde le PQ, il dit... C'est comme quelqu'un qui achète un billet de l'Automax et ne gagne pas. Une personne normale dit qu'elle a perdu 5 $. Les péquistes disent qu'ils ont perdu 10 millions. J'ai aimé ça, cette joke-là, moi. C'est un entre-deux, mais... Parce qu'il doit avoir un peu de revenus anticipés là-dedans aussi. Là. Bon, il y a des bonnes chances. Je veux dire, mais à un moment donné, tu es là, tu dis là, arrêtez. Là. C'est pas une question. Tu sais, je veux dire, ça s'estime. Tu sais, j'ai pété un peu une coche par rapport à ça cette semaine parce que la vidéo qui a tout décollé ça, c'était les deux péquistes qui essayaient de nous éduquer. Mais ça, c'était ça. Ils disaient que le PCQ, c'est des crosseurs. Les autres veulent abolir la bourse carbone, ce qui n'était pas dans leur programme en 2022. Ça, ce bout-là est vrai. En 2022, le PCQ gardait effectivement la bourse carbone dans son programme. C'est arrivé comment, ça? Hein? C'est arrivé comment, ça, qu'en 2022, le PCQ voulait garder la bourse du carbone?
Je pense qu'il y a beaucoup de points dans le programme du PCQ en 2022 où est-ce qu'on a adopté la stratégie beige un peu. Tu sais, quand tu arrives, tu dis « Ah, on va mettre le transport en commun gratis. » Là, on nous avait expliqué que c'est une grande stratégie pour montrer que personne ne le prend. Là, c'était là, ah, les gars, vous l'avez échappé sur celle-là. Mais ouais, le PCQ était un peu plus beige en 2022. Je pense qu'ils vont être un peu plus rock'n'roll. Moi, j'avais parlé, Eric. Je me rappelle pas si c'était en ondes ou en dehors des ondes, là, mais peut-être en personnel, là, mais regarde, c'est pas grave, 2 ans, 3 ans plus tard. Mais il m'avait dit, c'était suite à la COVID, là. Donc, il y avait beaucoup de nouveaux conservateurs qui arrivaient de tout horizon. Et dans la gang, il y avait beaucoup de green. Ben, il y avait une petite gang de granola Québec solidaire, effectivement, qui étaient les vrais de vrais anti-vaccins de là 10 ans. Là, pas les nouveaux qui sont apparus. Non, c'est ça. Il y avait des vrais granola QS qui sont apparus au PCQ à cette époque-là. Puis tu avais la gang initiale de conspirationnistes, là, ce qui sortait un peu du mouvement Farfadet, puis tout ça. Quand tu grattais un peu, qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça? C'est pas long que tu tombais sur la meute, là. Ouais. C'est pas long que tu te rendais compte que le premier, tu sais, dans le fond, Éric est parti de 1. T'avais le parti à 1% avec Adrien Pouliot. Ça, c'était très, très, très libertarien. T'avais un core 1% ultra libertarien que Adrien Pouliot avait réussi à créer. Je te dirais les 2-3% d'après qu'il est allé chercher en plein milieu de la pandémie, là, ce qui a donné une swing au début à ce parti-là, c'était très conspirationniste, OK? C'était très crinqué. Ça venait, là-dedans, t'avais une tonne de péquistes. Oui. Une tonne de péquistes dans ce morceau-là. Oui. Puis ce qui s'est greffé par après, t'as eu un corps aussi de Québec solidaire qui s'est greffé, qui était très anti-Big Pharma. Fait que ça s'est greffé aussi. Là, t'es rendu à 4-5%. Mais quand ils ont monté en haut de 10, ben là, t'es revenu au vieux discours centre-droit de l'ADQ de l'époque. Donc, c'est ça qui a redonné une go pour refaire vivre l'ADQ. Parce que c'est ça que c'est devenu. Le PCQ s'est transformé en ADQ. Moi, je vois pas de différence entre l'ADQ de 2006, 2007, 2008 puis le PCQ aujourd'hui. C'est le même parti politique dans ma tête. Il y a beaucoup d'intervenants qui se croisent éventuellement. Mais ils se sont centrés au fil du temps puis ils ont viré ADQistes. Puis ça a même viré à un programme 2022 qui était très, très, très soft, qui était très ADQiste de ce côté-là, qui était très centre-droit, mais avec le centre très souligné en foncé. Puis, c'est là que il y a eu un schisme à l'intérieur du parti. C'est là qu'il y a du monde qui voulait jouer la peau d'Éric Duhaime, puis bababa. Puis les conspirationnistes ont fini par quitter le parti, ils sont rentrés au bercail, ils sont retournés au PQ, by the way. Là. C'est là qu'ils sont. Oui. Oui, ils sont retournés là. Et ça, c'est le grand non-dit. L'ancien genre de bras droit, là, ça, c'est bien représentatif de cette crowd-là. Là. Mais tu sais, faut aussi pas oublier une chose, c'est le contexte dans lequel on était. On commençait à sortir la tête de la marde de la pandémie. Et qu'est-ce qui pointait à l'horizon à ce moment-là? C'était vraiment le moment, là, tu sais, le Inflation Reduction Act avec Biden, le Green New Deal, toutes ces patentes-là. On met des milliards dans les batteries. Puis Justin Trudeau venait de gagner en 2021 une autre élection sur la taxe carbone. Exact. Donc, tu sais, à ce moment-là, dans ce contexte-là, là, toute l'histoire du carbone, le net zéro, Fitzgibbon qui commence ses affaires de genre, va falloir sauter des douches puis partir à la lave-vaisselle à minuit. C'était comme on était vraiment dans... À ce moment-là, rappelez-vous ce qu'on disait? On disait, Christy, ils vont nous sortir de la crise de la COVID pour embarquer dans la crise du climat, puis c'est là-dedans qu'on s'en va. Ce qu'il n'avait pas vu dans le rétroviseur, c'est qu'il y avait un monsieur avec le teint orangé qui se pointait le nez, puis que lui, il allait arriver puis signer l'arrêt de mort de la filière batterie puis de toutes ces patentes-là, puis il n'avait pas vu en Europe toutes les difficultés qu'il y avait. Puis là, on n'est plus dans le même contexte. On n'est plus dans le contexte où, hey, là, si t'arrivais à dire, moi, le net zéro, taxe carbone, tu te faisais manger une solide rince. Aujourd'hui, c'est plus controversé d'arriver et de dire, il faudrait abolir la taxe sur l'essence, puis... on a déplacé pourquoi? Parce que les gens ont bien vu, là. Ils ont vu que le gouvernement a sacré 6-7 milliards ou avait l'intention de le faire dans une usine de batterie. Il n'y en a pas de batterie. Ils ont mis ça dans les autobus, ben il n'y en a pas ben des autobus non plus. Puis là, tu sais, les gens voient ça. Mais à l'époque, là, c'était dur, là, ramer contre le courant, puis arriver et dire non, faut pas mettre une scène là-dedans. Rappelez-vous que tous les partis, sauf Éric, étaient pour là, les subventions à Nordvolt, à Lyon Électrique, à Taïga, à toutes ces affaires-là. Tu payais le prix politique là, d'arriver et de dire non, il faut pas mettre une maudite scène là-dedans.
Fait que, moi, je pense que le conserver... On a à apprendre de ça, pareil. Oui, je te suis. Mais on a à apprendre de ça, pareil. Faut arrêter de jouer ces games-là. Faut plus avoir honte d'être de vrais conservateurs. Il y a un vrai conservateur, ça ne veut pas dire... Moi, je fais partie de ça, OK? Moi, je suis vu comme un climato-sceptique. Dans la vie de tous les jours, je suis probablement plus green que la moyenne des ours, OK? Mais je ne crois pas que le gouvernement et que des taxes vont empêcher le climat de changer. J'y crois pas. Donc, je veux dire, que ça m'étiquette comme étant climato-sceptique, je vais le prendre. Même si je suis politicien de main, puis quelqu'un me dit, ben garde, fais attention de ne pas trop briser notre parti, il va falloir que tu mettes de l'eau dans ton vin. Non, sinon, je ne ferai pas de politique. À un moment donné, il va falloir qu'on soit... Ben, c'est un peu le même discours qu'on pourrait avoir pour Poilievre. On a l'impression que les conservateurs ont souvent peur ou honte d'être conservateurs. Il faut toujours essayer, on va s'ajuster. L'autre gang le font. Ils le font bien. Je vais leur donner. Ils sont capables de mettre le genre d'habits conservatrices. Ils l'ont fait, entre autres, Carney. Mais nous autres, il ne faut pas jouer ce game-là. Moi, le bout qui me fait chier dans toute l'histoire, puis c'est là, tu sais, à un moment donné, on est comme tout le temps premier sur la nouvelle. Tu sais, toi puis moi, Jeff, à Radio X à l'époque, on était assez target sur l'inflation. Oui. Je pense qu'on l'avait vu venir un peu. On était assez target aussi du moment où est-ce que tu pouvais lever les mesures. Tu sais, quand tout le monde était vacciné, là, on disait, t'es assez, le calice, là. Oui. Enough, là, on était avant tout le monde. Tout le temps avant tout le monde. Mais là, il arrive un moment où est-ce que, quand t'es avant tout le monde, le fuck que t'as, c'est que t'es comme à contresens de la population. Fait que c'est là que tu manges la boîte, ce que tu dis, là. Là, tu t'affirmes, puis tu dis, moi, je reste debout, puis je sais que j'ai le vent dans la face, je sais que j'ai raison, je sais qu'éventuellement, la population va être rendue là. Puis là, tu manges toute la merde. On a mangé de la merde pour les mesures sanitaires. On a mangé de la merde pour l'inflation. Hey, on disait qu'on était des caves, qu'on connaissait rien, puis blablabla. On a mangé de la merde sur bien des affaires. Christy, dans la campagne américaine, on a mangé de la merde quand on s'est mis à dire, je pense que Trump va gagner, moi. Oui. Moi, ces idiots-là... Mais là, checker les chiffres, c'est ça que les chiffres disent. Mais c'est tout le temps comme ça. Puis là, tu arrives là, dans une zone là, où est-ce que finalement là, la population y arrive. Là, la population est rendue là. Là finalement, la population, elle trouve que net zéro, c'est cave. Elle trouve que les mesures sanitaires, c'est cave. Elle trouve que l'inflation commence à faire chier pas mal. Là. À minute que la population y arrive, t'as des gars comme PSPP qui arrivent qui disent « Salut! » Allô? Moi, je pense que. Je t'ai cœuré là-dessus. Je t'ai cœuré là-dessus. Puis là, toi, t'arrives qui était là, qui mangeait de la merde, un coup de pelle en pleine face, puis bang, t'es un crosseur, puis toi, t'as aucun mérite. Puis lui, il est là. Youhou! C'est ça. Oui. Ben, c'est ça tout le temps, là. On se fait tout le temps fourrer. C'est ça tout le temps. Regarde. C'est ça qui avait élire Carney. Carney, il a pris le programme de Poilievre. Poilievre, de même, boum. Puis lui, Carney, il a eu aucun prix politique à payer pour l'abolition / suspension de la taxe carbone. Poilievre, ça fait 2 ans qu'il gueule ça dans le désert, puis tu peux trouver 150 articles dans Québécois disant « Il est-tu cave, avec son histoire de axe de taxe? » L'autre arrive, il signe un papier qui n'existe pas sur le coin d'une table. « Abolition, tiens, cette taxe nous divise, on suspend, bing, bang. » Y a-tu un beau CV? Là, tu te dis, mais vous êtes sérieux ou quoi? Là? C'est pas sérieux. Ça, je sais pas comment ça. Vas-y, Yann. Je sais pas comment casser ça. Puis tu sais, on pourrait... Puis je comprends tout ce que tu as dit avant, Jeff, puis c'est pas pour te contredire, mais mettons qu'on serait plus ferme puis qu'on tiendrait le fort plus solidement. Je pense qu'on est autant fourré pareil, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va arriver pour faire « Salut! » Ouais, je sais. Parce que moi, je suis gentil, je suis dans la bonne gang, j'ai le même discours que toi, mais c'est pas grave. Toi, t'es un cave. Merci. Ouais, parce que je suis arrivé à la fin, moi, je ramasse tout le mérite. Asti. C'est ça qui arrive. C'est tout le temps ça. Je peux-tu vous faire entendre de quoi avant de partir? Ah oui, non. Probablement, vous en avez parlé. On a parlé de ça il y a peut-être 2 semaines. On a parlé des conservateurs fédéraux avec Éric Duhem et tu sais, qu'il y a une relation qui est toute naturelle. Les deux s'appellent le Parti conservateur. Et pas Éric, mais Gérard Deltel. Gérard Deltel, c'est le gars qui est capable de dire des patentes de même. Là. Je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. Je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. Et là, il est avec notre chum Dom Moret.
Et Dom le questionne, savoir s'il va appuyer Éric Duhem. Je vous le dis, là, je ne voterai... En tout cas, je ne sais pas si le parti de Maxime Bernier va exister encore, là, mais tant que je vais entendre des minettes de même... OK, rappelez-moi qu'il ne faut plus que je vote conservateur. En tout cas, avec la gang du Québec qu'on a au fédéral, calife de calife. Écoutez ça. Je vois certains ajustements également. Je salue ça. Je donne un exemple. Le tweet il y a 2 jours, Pierre Poilievre. Félicitations à Éric Duhem pour ses efforts afin d'abolir la taxe carbone. Ça, là, ça, c'est très bon parce qu'il faut appuyer Éric Duhem du Parti conservateur du Québec. Question. Est-ce que tu appuies Éric Duhem? Et est-ce que tu serais même prêt à faire du porte-à-porte pour lui dans Arthabasca? Ça fait 16 ans que je fais de la politique, puis j'en ai assez dans mon milieu où je suis. Quand je suis au provincial, c'est au provincial. Quand je suis au fédéral, je suis au fédéral. OK? Ce que Pierre a fait, c'est tout à fait cohérent. Ce que Pierre Poilievre a fait, c'est tout à fait cohérent, puis c'est pas une première. Pierre, il est contre la tarification du carbone. Oui. Tout le monde le sait, là. Ça fait des années qu'il dit ça. Il a été tellement bon et efficace qu'il a convaincu même le Parti libéral, même Stephen Guilbeault, qui est rendu maintenant contre la carbone. Oui, mais je veux savoir, Gérard, appuies-tu Éric Duhem? Je te le dis, je te le répète, je ne me mêle pas de politique provinciale ni municipale. J'en ai assez de mon affaire. Mais c'est une bonne idée qu'Éric a eue, oui ou non? C'est parce que c'est ça. Laisse-moi t'expliquer. C'est cohérent de ce qu'il dit, Pierre. Pierre, il explique clairement qu'il est contre la bourse du carbone, parce qu'il est contre la tarification du carbone. Puis c'est pas la première fois qu'il prend une position comme ça. C'est la première fois qu'il appuie publiquement Éric Duhem, pareil. Alors, il y a 3 jours plus tôt, c'est quoi qu'il a fait? Il a félicité il a félicité la mairesse de Longueuil, Mme Fournier. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait une vidéo dans laquelle elle disait qu'il faut arrêter de déployer audio des infrastructures. Et Pierre a partagé son message et il a félicité la mairesse de Longueuil, Mme Fournier. Mme Fournier, là, je la connais pas personnellement, mais je pense pas qu'exactement c'est une conservatrice. Ce que Pierre a fait en fin de semaine, puis ce qu'il a fait au cours des derniers jours, c'est quand il voit quelque chose de bon, il le dit, puis il le félicite, et c'est très bien ainsi. Et c'est comme ça qu'il faut agir en politique. Puis moi, de mon côté, j'ai toujours laissé les militants être libres de leur choix. Mais toi, qu'est-ce que tu penses d'Éric Duhem? Qu'est-ce que tu penses d'Éric? J'aime bien Éric, comme j'aime bien tout le monde en politique. Éric, c'est politique. Il est vraiment un gars de droite économique. Oui. C'est le seul. À Québec. Je laisse les gens faire leur choix et leur gens... Ben, mettons, moi, je te laisse ton choix. Tu choisis quoi? Moi, je te laisse le choix, là. Toi, tu choisis-tu d'appuyer Éric, mettons? Tu pourrais-tu faire un post « J'appuie Éric » comme Pierre le fait, là? En 17 ans, je n'ai jamais fait de pause politique qui n'est pas dans mon champ de compétences. Quand j'étais au provincial, j'ai jamais fait de pause politique fédérale ou municipale. Il n'y a jamais trop tard de bien faire, hein, Gérard? Hey, en plus de ne pas avoir... pas capable de dire... On sait la réponse. La réponse, c'est qu'il n'appuie pas Éric. OK? La réponse est claire. En plus, il essaie de minimiser le tweet de Pierre Poilievre où pour la première fois, Poilievre a backé Éric Duhem. Il voulait dire, Chris, il a même backé la mairesse de Longueuil. Ça veut rien dire. C'est ça qu'il voulait dire. C'est le paradoxe dans lequel on est tout le temps confronté. On aime le Parti conservateur fédéral par son chef. On aime Pierre Poilievre. On est pogné avec les clowns au provincial. Ah. Oui, fédéraux. Oui, fédéraux, mais... Fédéraux au Québec. Les représentants du parti qu'on aime beaucoup, les représentants du premier ministre potentiel qu'on aime beaucoup, c'est des clowns. Asti. J'en revenais pas. Alors qu'à l'inverse, Éric Duhem, plusieurs fois publiquement, je veux dire, il n'a pas fait du porte-à-porte en campagne. J'y ai dit, moi, trop. Tu lui donnes trop de break, il ne donne rien en retour. Il a fait une meilleure campagne qu'eux autres. Oui. Au fédéral. Ben lui, il y a Jim et lui. Tu sais, mettons que tu as un député, mettons qu'on c'est la même entrevue, là, puis tu as un député du Bloc québécois qui est en entrevue, puis que la question c'est ouais, vous avez vu votre chef, M. Blanchette,
a fait un beau message là, concernant le candidat du PQ dans Arthabasca. Êtes-vous d'accord avec lui? Ah, ben oui, c'est important. En tant que souverainiste, quand même, c'est notre famille. Je vais rester loin parce que c'est pas. Ça, tu peux le dire, là, cette phrase-là, si tu veux la mettre. Là. Je vais rester loin parce que je veux pas me mêler de ça sur le terrain, mais c'est clair que en tant que souverainiste, je l'appuie. Oui. Et ça y pétait-tu le cul tant que ça de dire, regarde, je m'en mêlerai pas, mais faut quand même le dire, en tant que conservateur, je vais supporter un conservateur. Mais je n'irai pas sur le terrain parce que c'est pas ma job, tout ça, mais je le supporte. Ça faisait si mal que ça. On dirait qu'il y a un piège qu'elle a reformé sur le paquet. Quand Joël, juste à dire, quand Joël Lightbound a été nommé au Conseil des ministres, Deltel l'a salué sur Facebook. T'as peu, là. Okay. Il ne fait jamais de pause politique. C'est un libéral de la ville de Québec. Tu as mangé ton lunch. Eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est vous éliminer. Le gars, il est nommé, Lightbound est nommé au Conseil des ministres. Félicitations. Deltel, le 14 mai, il dit félicitations à l'honorable. Il l'appelle même l'honorable. Félicitations à l'honorable Joël Lightbound, le nouveau député qui a été nommé ministre de l'affaire. C'est incroyable, là. Deltel, c'est un libéral avec une cravate bleue. Là. Oui, c'est sûr que oui. La question que Dom aurait dû poser, puis ça aurait été magique. S'il arrive puis il dit « OK, tu reconnais que Pierre Poilievre est contre la tarification du carbone depuis très longtemps, effectivement. Toi, Gérard Deltel, es-tu contre ça, la bourse du carbone? » Je pense qu'il est pour. Hey, moi, j'aurais aimé ça le voir patiner là-dessus. Tu dis, OK, tu veux pas appuyer Éric Duhem? Parfait. Parce que lui, c'est très personnel. Hein? C'est très personnel. Il avait déjà demandé pour la gestion de l'offre dans l'histoire avec Maxime Bernier et tout, dans le temps du Parti conservateur. Pourquoi? C'est quoi qui se passe? Toi, personnellement? Oui. Ah, moi, ma sœur a une ferme laitière. Oui, c'est ça. Donc, lui, c'est beaucoup relié à son alentour. Là. Donc, il doit y avoir quelqu'un là-dedans, il y a quelqu'un qui bénéficie quelque part de la bourse du carbone. Moi, je pense qu'il est pour. Moi, je pense qu'il est pour. Moi, je pense que Gérard aime être aimé. Oui. Les médias du Québec, si tu veux être aimé d'eux, moi, de ce que je comprends de Gérard Deltel, les gens qui me parlent de lui à l'intérieur, là, ce qu'ils me disent de Gérard Deltel, là, c'est qu'il aime beaucoup les Kodak. Puis lui, quand il sort d'une rencontre de ministre ou d'une rencontre, pas de ministre, mais de député ou tout ça, là, il cherche les Kodak. Puis il veut faire le scrum. Puis il veut répondre à toutes les questions françaises qu'il peut pas avoir. Il veut avoir sa face dans le Kodak. Ça, il est vraiment tripeux de Kodak, Gérard Deltel. Mais si tu veux pouvoir avoir ces Kodak-là, il ne faut pas que tu sois controversé. Non. Là, c'est des médias québécois, eux autres, là. Eux autres, là, les bourses de carbone, les taxes de carbone. Ils tiennent, eux autres. Oh, ils tiennent, ils aiment ça, eux autres. Tu peux pas être contre. Fait que tu peux dire que Pierre Poilievre supporte ça, puis c'est correct, puis Pierre Poilievre pense que... Mais toi, va pas dire que tu supportes ça. Non. Le grand non-dit dans cette histoire-là, c'est que le Parti conservateur du Canada est pogné avec des députés fédéraux, mais qui évoluent au Québec, et qu'ils ont quand même une grande autonomie. C'est la force du Parti conservateur du Canada de laisser une certaine autonomie à leurs députés au Québec. Mais ces députés-là qui ont une autonomie s'en servent pour avoir un discours qui n'est pas aligné avec le Parti fédéral. Ou du moins un discours qui n'est pas... Ils défendent pas leur programme fort. Non. Ben, c'est des charrets. Ben, c'est ça. C'est des charrets, là. Ah oui. Les autres, ils veulent les entrevues, mais ils veulent pas nécessairement dire quelque chose de controversé dans l'entrevue. Ben, regarde, je veux de la preuve de ça. Moi, la monarchie, je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. Avec ça, tu fâches personne, là. La monarchie, je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. T'es sûr que t'as ratissé toute la patente au complet, là. C'est que ça, c'est du racolage. Je veux dire, Gérard Deltel est un communicateur, mais sa pensée politique est évoluée au niveau souper spaghetti, là. Est-ce que je peux serrer la main à tout le monde dans mon souper spaghetti? Est-ce que je peux mettre un sourire d'en face à tout le monde dans mon souper spaghetti? C'est le plus loin. Se faire élire, c'est juste la patente. C'est comment je fais, qu'est-ce que je ne dois pas dire pour pas nuire à ma réélection. Je pense déjà à la réélection, lui, là. Il est déjà dans... C'est un parti minoritaire, là. C'est pas 4 ans, là. On sait pas quand ça peut arriver, là. Oui. Je dois penser à ma réélection. Je dois penser à ma réélection. C'est notre grand paradoxe parce que peu importe ce que Pierre Poilievre peut faire,
peu importe ce que le parti peut faire comme proposition politique, peu importe la campagne électorale qu'ils peuvent mener, sont pognés avec ces larves-là qui sont sûrs de se faire réélire dans leur château fort. Ils haïssent tout Duhem. Ben oui. Parce que Duhem est controversé. On a un peut-être de notre bord là, qui a réalisé qu'il faut qu'il fasse un switch, c'est Carl Vallée, qui est l'organisateur. Les gens ne connaissent pas Carl Vallée. Là. Il a travaillé au bureau d'Harper. Et c'est lui qui menait la campagne québécoise pour le Parti conservateur. Puis il a fait des erreurs. Quoique c'est lui de la gang qui est le moins caquiste. Puis, mais lui, il réalise. Tu sais, j'ai pogné des bouts de discussion avec des gens, puis le gars commence à réaliser qu'il faut... Mais là, il est pogné, ce gang-là. Là. Ben oui, les députés veulent rien savoir. Ben non. Les députés veulent rien savoir de suivre le parti. Faut le faire pareil, là. Ils se contre-crisent du Parti fédéral qui les fait élire année après année. C'est le paradoxe des électeurs de la région de Québec. On tripe sur Pierre Poilievre pour de vrai. On tripe sur le programme du Parti conservateur fédéraux pour de vrai. On est pogné avec les larves. Ben, c'est pour ça que là, ils ont pu le... S'il y a des gens qui le comprennent à l'intérieur du parti, le chef, puis sa gang, là, puis peut-être lui, là, ils ont plus le luxe d'en échapper. Là. Le prochain qui part ou la prochaine qui part, parce il y en avait deux là, récemment à remplacer. Blaney, qui était remplacé par Dominique Vien. Oui. Puis dans Arthabasca, qui ont pris le caquiste. Là. Oui. Ça, c'est deux sièges que tu aurais pu en mettre des vrais, là. Oui. Qui embaussent aussi. Embauche, quoi que le gars. Il a l'air à penser que c'était un vrai. Le gars d'Arthabasca, il a nommé genre de gars spécialisé en économie, là. Ah, mais ça, c'est l'autre problème. Là. Comment ça que l'équipe économique de Stéphane Lachance a l'air plus solide que celle des conservateurs? Pensez à ça 2 secondes. J'écoutais Stéphane Lachance parler l'autre fois de respect citoyen, puis j'étais là, Chris. Il disait, on a un économiste, un fiscaliste, j'étais là, Poilievre n'est même pas capable de nous dire ça. Il n'a même pas été capable de nous dire, regarde, ce gars-là, ici, c'est un fiscaliste ou c'est un économiste de formation. Si je t'ai élu, c'est lui mon ministre des Finances, puis c'est lui qui va être au Trésor, puis lui, il va être au... Le meilleur candidat disponible, c'était Carlos Leitao des libéraux. Oups. Ils l'ont pas pris. On n'en veut pas de monde compétent aux finances. C'est pas compliqué. Ouais, le monde élu n'en veulent pas, puis ceux qui vont les élire non plus. Stéphane Lachance, es-tu bon? Es-tu bien entouré? Es-tu sa coche? Il est sa coche en mots. Moi, j'ai eu des comebacks d'un sondage interne. Il n'est pas là pantoute. C'est Ahmad all the way. Marchand est dans le trouble. Ouais. Steph est pas là. Alors, puis quelqu'un me dit, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, moi, te le dire, c'est quoi? Il est trop bon, c'est tout. Il est trop bon. C'est tout. Je veux dire, quelqu'un de bon a jamais de chance. Tu veux que je te dise? Fait que là, la Baume, en 2017, il nous a dit, moi, le tramway est de la merde, ça. La Baume, tu peux trouver ça là, sur Internet. Le registre La Baume, 2017, La Baume toujours contre le tramway. Parce qu'à l'époque, c'était Anne Guérette qui prônait ça. S'est fait élire le lendemain de l'élection. Le tramway, c'est extraordinaire. Conférence avec Kenny Rogers, toute la patente. Bruno Marchand arrive après. Nous dit, s'il n'y a pas les 10 modifications, on ne peut pas faire ce projet-là sans le monde. On n'aura pas de projet. On n'aura pas de projet si on n'a pas le monde. C'est ça. Tu fais élire. Ah, ça, c'est bon, ce projet-là. Vous allez devoir me piler sur le corps pour qu'il se fasse. Là, Ahmad arrive. Semble-t-il, il est contre le tramway. Là, le monde de Québec va tout voter pour lui. À ça. Là. Au lendemain, il va nous sortir une patente avec des capes de roue rose. Puis, mais non, c'est parce que Sam Ahmad, c'est ce que tu as décrit tantôt. C'est un Gérard Deltel. Oui. Il veut de la cam, il veut se faire aimer par les médias. Puis si les médias le challenge sur le train, il va rembarquer dans le train. Les Québécois doivent savoir ça. Là. Puis, regarde, c'est le même. Puis à Montréal, s'il y en a un bon candidat, lui non plus, il ne sera pas là. Puis dans telle ville, il ne sera pas là. C'est rendu tout de même dans toutes les villes du Québec. On dirait qu'on prend les plus poches. Regarde, l'enfer. Hey, belle ride, les boys. Yes. Les boys, c'est bien le fun. Bon dîner, on est dû. La pizza vient de rentrer, ça sentait fort. Ça sent la pizza. La pizza vient de rentrer. Yann et Frank, thank you les boys. On s'en parle le mercredi prochain, disponible sur toutes les plateformes, dont entre autres Patreon pour les boys. Take care, my friend.